Bonsoir, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue à Talent Caché 2.0. Écoutez, ce soir, j'ai une belle émission. On va parler des femmes entrepreneurs. En fait, l'entrepreneuriat chez les femmes noires. Ce sujet-là est délicat. C'est un sujet aussi qu'on va devoir discuter et débattre avec deux femmes au Québec qui ont fait leur place. Alors, nous avons sur le plateau Ashaya Selek, qui, elle a une entreprise depuis 2005. Elle a bâti son entreprise depuis 2005. Et également, Maître Mélissa Charles, qui, elle a ouvert son cabinet Excelsior, qu'avec elle, on va discuter également de l'entrepreneuriat. Alors, ce soir, je vous invite à découvrir ces deux grandes femmes, Ashaya et Mélissa. Les filles, on va lever notre verre ce soir. Yes. Écoutez, toute une soirée. Merci Ashaya. Merci. Merci Mélissa. Ashaya, tu n'accordes pas vraiment notre vue, si je comprends bien. Non. Mélissa? Quelques-uns. Vous allez me voir souvent là, au mois de février. Pour de vrai? Alors, on lève notre verre pour notre soirée. Messieurs, dames, Ashaya. Merci. Ashaya, tu as ouvert, en fait, ton entreprise en 2005. C'est bien ça? Exactement. Tu as ouvert ton salon de coiffure sur Saint-Michel. Oui. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur, Oui. tu aurais pensé que tu serais rendue là? Oui. Oui. Pour vrai? Explique, détaille. Avec le recul, je me suis même posé la question dernièrement, est-ce que j'aurais pu y arriver plus vite? Mais écoute, je me dis qu'il y a un processus, puis Dieu fait bien les choses. Mais je crois que dans l'entrepreneuriat, tout est une question qui que tu rencontres sur ton chemin. Qui tu rencontres? Exactement. Alors, quand moi j'ai commencé mon entreprise, c'est sûr et certain, avec les connaissances que j'avais, parce que je suis planificatrice financière et j'ai étudié en comptabilité aussi. Donc, à la base, Ce n'était pas du tout au niveau maquillage? Non, pas du tout. OK. Parce que mes parents sont d'origine haïtienne. Et Oui. comme nous le savons tous, je devais revenir à la maison avec un diplôme. Alors, mon plus gros challenge a été d'annoncer à mes parents que je voulais ouvrir un salon de coiffeur. Après avoir fait mes études, je fais mon stage. Et je me rends compte que je me retrouve dans un bureau avec des femmes de 40, 45 ans dans le domaine de comptabilité où est-ce que j'étais. Et leur sujet de conversation était leur enfant. Moi, j'étais quand même j'étais à fleur de l'âge. Alors, je n'arrivais pas à huiler. Donc, j'étais au centre-ville. Ils parlaient de leur enfant, de leur chalet. Moi, j'habitais dans le quartier de Saint-Michel. On était 4 dans notre chambre. Okay. Alors, pour moi, leur chalet, j'arrivais pas. Puis, j'arrivais pas à connecter avec le team. Et je me rendais faire quand je faisais mon stage, j'étais vraiment pas heureuse. Alors, tout le long que je faisais, je prenais l'autobus 67, je me prenais le métro. T'es vraiment une fille de Saint-Michel? Oui. Okay. Oui. Je l'assume. Puis, je me suis vraiment rendu compte que est-ce que j'allais faire ça toute ma vie? Puis, maintenant, je suis contente de m'avoir écoutée, puis de ne pas avoir settle pour à ce que mes parents et ce qu'ils avaient prévu pour moi. J'ai été vraiment au-delà de ça. Mais par contre, je ne vais jamais
dénier que les études que j'ai m'ont aidé. OK. Beaucoup. Parce que beaucoup d'artistes, beaucoup de coiffeurs ont des problèmes financiers, beaucoup font faillite. Donc, la connaissance de la finance, l'un ne va pas sans l'autre. C'est bien que tu m'en parles. Je vais faire un rebond avec Mélissa. Mélissa, également, toi, tu as ouvert ton cabinet, mais toi, tu savais exactement ce que tu voulais faire. Je savais le type de domaine que je voulais faire, qui était le droit des affaires. Puis j'avais une idée en tête que oui, plus tard, je voulais avoir ma propre firme, mais c'est à savoir c'est quoi le bon timing pour le faire. Et contrairement à Shaya, j'ai jamais suivi de cours de comptabilité, finance, gestion d'entreprise. Je suis juste partie de même. Mais il faut dire, j'avais la notion du droit des affaires, mais le côté gestion d'entreprise, j'ai même pas d'MBA, je me suis jamais assise dans un banc d'école pour savoir comment on gère une entreprise. Je vais vous poser la question, est-ce que ça prend ça, des cours de finance pour qu'on puisse ouvrir une entreprise? Bien, c'est sûr qu'il faut avoir une théorie de base pour le savoir. C'est sûr que là, on a plusieurs organismes, institutions qui donnent des cours de lancement d'entreprise, mais ça ne fait pas de toi un entrepreneur non plus. L'entrepreneur, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience, ça vient avec les embûches, ça vient avec les échecs, puis voir comment tu vas réaliser au bout du compte ton objectif. Ça ne s'apprend pas non plus avec un livre nul pour les entrepreneurs non plus. Mais ça s'apprend avec un certain entourage aussi, des mentors, et puis voir comment tu peux aller au-delà dans l'entreprise. Mais Aïcha, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que toi, tu avais une bonne idée où est-ce que tu t'en allais, mais toi, tu parles de la comptabilité. Comment tu es arrivé à créer le salon de coiffure à Shaya? Parce que aujourd'hui, au Québec, on ne parle que de ça. Ah, merci. C'est vrai, tu es une institution présentement. C'est que ma façon de voir les choses, et puis quand je donne, parce que maintenant, ça va au-delà de juste la coiffure, le maquillage, j'ai la chance d'utiliser mes études et de coacher maintenant des gens au niveau professionnel. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir transmettre avec la réalité mais aujourd'hui, tu es capable de faire de la formation pour des gens qui vont se lancer en entrepreneuriat. Absolument. Quand tu avais commencé, c'était le maquillage, c'était le coiffeur. Oui. C'est comme ça qu'on t'a connu. Exactement. Mais comment tu as fait pour changer cet angle-là? Parce que c'est... C'est que je rencontrais à longueur de journée du monde dans mon bureau et ils me demandaient, Cher, comment tu as fait? Comment tu as fait? Donc, j'ai commencé à donner des conseils au niveau des réseaux sociaux gratuitement. Puis je l'ai fait pendant, je dirais pendant 5 ans, quand j'ai ouvert la succursale de Laval. Donc, j'ai décidé de le faire gratuitement pour que les gens puissent vivre le challenge. Parce que la perception que les gens avaient beaucoup, c'est « Ashaya, elle est snob, Ashaya, elle est froide ». Mais c'était ce que j'avais appris à la banque, parce que j'ai travaillé à la banque et j'ai travaillé chez Mac. Il y a un protocole à suivre. Donc, quand tu gères, de ne pas essayer d'avoir trop d'émotions. Donc, j'étais rigoureuse, je parlais mon français proper et je servais mon client d'une manière... Tu rentrais pas dans les émotions des gens? Non, puis c'était... Je t'offre mon service et ensuite, de suite, là, je rencontre mon équipe marketing. Et lorsque j'ai fait la rencontre de mon équipe marketing, il me dit, écoute, j'expliquais le challenge, les gens me trouvent snob et tout. Mais quand j'avais la chance de toucher un client, le client tombait littéralement en amour avec ma personnalité. OK. Alors, dans la période d'Instagram est sortie, il m'a dit, bon, ma chérie, tu as commencé à faire des stories. Moi, je dis, non, ça me tente pas. Là, donc, c'est quelqu'un en marketing qui t'a dit ça? Exactement. Qui m'a dit, ben, fais découvrir aux gens qui tu es. Et là, un coup, j'ai commencé, bon, je suis plus capable d'arrêter. Et ça m'a permis d'aller toucher et capter ces gens qui étaient à la maison, qui avaient une perception. Puis moi, je me suis dit, bien, le meilleur contact que je peux avoir direct avec une personne, c'est dans son téléphone. Il n'y a pas tout l'entourage autour d'eux. Et la réalité, c'est que je voulais faire vivre l'expérience pas à pas de l'ouverture, les challenges que je vivais. Puis je partage quand même beaucoup d'émotions avec mes followers. Mais Mélissa, toi, c'est différent parce que ton domaine est complètement différent. La façon que toi, tu abordes les gens, quand ils viennent, les clients chez toi, comment toi, tu le développes, surtout en entrepreneuriat? Bon, la première chose, là, quand j'ai lancé ma firme Excelsior, là, je me suis dit, on est 30 000 avocats au Québec. Et je me suis dit, bon, il faut qu'une sur les 30 000 soit différente. Fait que là, c'est comme ça que j'ai monté mon plan d'affaires. Je dis, faut pas que je sois dans le moule des avocats. Fait qu'il faut que je monte un bureau d'avocats qui est à part, hors de l'ordinaire, qui est extraordinaire, qui est anormal, pour qu'on puisse me souvenir de moi. OK. Fait que là, c'est pour ça que je me suis dit, bon, le nom.
les couleurs quand tu vas à mon bureau, comment je me présente. C'est tous ces éléments-là que j'ai implantés, puis je me suis dit, bon, c'est la manière comment je vais me démarquer. J'ai une question pour toi. Est-ce que le moment où est-ce que tu as passé en tant que procureur de la Couronne de la Constitution du Québec, en fait, je vais préciser, ça t'a ouvert plusieurs portes? OK, je vais juste faire une petite rectification. J'ai pas été procureur de la Couronne. J'ai été procureur qui représente l'Association de la construction du Québec. OK. L'Association de la construction du Québec était une des parties à participer à la commission Charbonneau 2013 à 2015. Puis ils avaient besoin d'un représentant, un procureur qui va les représenter. Alors, il y avait plusieurs institutions là, dans le domaine de la construction et moi, je représentais l'association, là, des milliers d'entrepreneurs en construction. Alors, ça n'avait rien à voir avec le droit des affaires. À l'époque, je me cherchais un emploi là, en droit des affaires, ça n'avait rien à voir. On m'a juste approché, on m'a dit « Tu vas être recherchiste ». J'ai dit, OK, recherchiste, bon, ça ne m'a pas comme allumé. Mais là, c'est lorsque je suis rentrée dans la commission Charbonneau, puis là, je me suis dit, OK, c'est là que j'ai compris exactement c'était quoi mon défi. Maintenant, c'est plus tard, des années plus tard, que j'ai vu à quel point l'impact que ça a donné dans la communauté, dans le monde juridique, puis même moi-même, oui, ça m'a ouvert des portes parce que j'étais comme étiquetée, oui, Mélissa, on compte voir, c'est commission Charbonneau. Oui. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que je réalise que j'étais comme genre la seule noire. Je crois bien que j'étais la seule noire à la commission Charbonneau. À l'époque, moi, je travaillais, là, je ne portais pas attention qui était là, qui n'était pas là. Mais c'est plus tard, des années, justement, il y a une fille, elle me disait, mais est-ce que tu étais la seule noire? Puis là, je disais, c'est vrai. Plus tard, je réalise que j'étais la seule. Non, mais à partir de ce moment-là, ta notoriété, est-ce que c'est là que ça a pris sa place? Parce que Ashaya, elle l'a pris d'une autre façon, et toi? Je pense que la notoriété a grandi. Oui, c'était comme un point de départ, mais ça a grandi après. Une notoriété, c'est pas un point puis que tu es notoire. C'est vraiment une évolution en tant que telle. C'était comme, je pense, la commission Charbonneau, c'était comme l'élément déclencheur. Puis là, mais avant la commission Charbonneau, il y avait la Jeune Chambre de commerce haïtienne, bien entendu. Les gens me reconnaissaient. J'étais vice-présidente de la Jeune Chambre de commerce haïtienne à l'époque. Et puis, c'est là que, bon, avec le temps, puis là, j'ai parti ma firme, puis c'est là que je me suis dit, oui, je me souviens de vous, Maître Charles, j'étais un de vos étudiants, une bonne information que vous avez donnée à la Jeune Chambre de commerce haïtienne ou quoi que ce soit. Fait que là, c'est là que on recolle les morceaux. Là. Écoutez, on va partir après la pause, mais on va parler à la deuxième partie vos réussites, vos échecs, en fait aussi les conseils que vous pouvez donner aux gens. Écoutez, on a plein de choses à se dire après la pause. Donc, on va partir après la pause, puis on va revenir avec Ashaya et Mélissa. You just heard gunshot? Yeah. How many? Killed by George Zimmerman. Killing before thinking. It could be your cousin, it could be your brother, it could be you next. George Floyd repeatedly told the officers that he could not breathe. This fear of blackness. You are gone, but not forgotten. Because of you, we've come together. It's time for us to stand up, take your knee off our necks. A world where Black people are free to exist, free to live. Equity. I do not believe in equality. We do not fight for equality. Equality is a myth. Because the world is not just one race. Boum. Apprendre la cuisine haïtienne, c'est pas très compliqué. Même si c'est ta première fois, pas besoin d'avoir peur. Fafo met à ta disposition des marinades, des sauces piquantes et des condiments épicés, inspirés de la cuisine haïtienne et fabriqués au Québec, qui permettent de gagner simultanément en temps dans la cuisine et en saveur dans ton assiette. Il ne te restera plus qu'à faire monter la température,
Mais si ça brûle dans le fond, affaire au pas bon. Pour finir, tu ajoutes du Pitleys. Voilà. Bon appétit. Boum. Écoutez, on revient après la pause. Avant de quitter, on parlait de... Avant votre quitter, je parlais de réussite, échec, l'entrepreneuriat, etc. Puis là, je vais poser des questions aux mesdames, puis vous pouvez vous échanger également. Avez-vous vécu des échecs? En plus, je vais vous poser d'autres questions. Est-ce que l'entrepreneuriat, vous pouvez le faire avec des amis, la famille, etc.? Je ne conseille pas. Avec la famille? Non. Ah non? Moi, je ne le conseille pas parce que ça demande... Première chose, quand on est en affaires, personnellement, souvent, quand on veut se lancer, on se lance avec des gens qu'on connaît. Alors, souvent, ça va être des membres de la famille. « Oh, elle est bonne à coiffer. Elle est bonne à faire de la réception. Elle est bonne, la comptabilité. » Donc, peut-être par manque de connaissances et de peur d'aller chercher du monde de l'extérieur, on veut regrouper la famille. Mais l'inconvénient dans tout ça, c'est que comme dans un couple, il y a des conflits. Okay? On n'est pas toujours d'accord sur différents points. C'est comment gérer les conflits lorsque c'est avec la famille. Et lorsque c'est dans une entreprise, quand tu travailles avec une personne qui ne fait pas partie de ta famille, ben ça va pas, puis ça finit là. Là, tu peux aller dans tes fêtes de famille pour t'échapper et avoir du fun avec ta famille. Mais quand la famille est mêlée, c'est qu'à un moment donné, il y a des clans qui se font dans les familles, puis ça brise quelque chose. Je vais te poser une question indiscrète. Oui. Est-ce que tu as ouvert ton entreprise avec ta famille? Oui, j'ai pas, le monde ne sait pas, mais mon Ashaya Select, ce n'est pas ma seule entreprise. Okay. J'ai d'autres entreprises que je ne parle pas de ça, mais j'excelle autant dans les autres entreprises que Ashaya Select. Ah oui? Ouais. Tu ne vas pas nous en parler? Non. Mais là, tu ne peux pas nous garder des secrets? Je ne peux pas en parler parce que je peux pas, non. Non? Mais Mélissa, toi, est-ce que tu dis la même chose également? Est-ce qu'on peut partir en affaires avec la famille? C'est un couteau à double tranchant. Il y a beaucoup de... Moi, j'ai des clients, là, des maris et femmes, ils ont parti leur entreprise. Ça va bien. La notion que vous devez comprendre, c'est there's no friendship on business. Okay? Si peut-être on prend pour acquis... Il y a la prise pour acquis. Alors, le fait qu'on est sœurs, on part en affaires, bien, il y a une prise pour acquis. Puis c'est là qui est dangereux. Bien, mon conjoint et moi, on a deux entreprises respectives. Moi, je suis avocate. Mon conjoint, il est comptable de formation et il appartient à une entreprise de gestion d'entreprise en tant que tel. Fait que, et la tenue de livre, comptabilité, tout ça. C'est-tu un bon partenaire d'affaires? En fait, on n'a pas une entreprise dans laquelle où est-ce qu'on est tous les deux actionnaires puis on est un partenaire d'affaires, mais on a plusieurs clients en commun. Et puis c'est sûr, bon, on a plusieurs sujets de nos clients. On parle de nos échanges parce que je travaille beaucoup avec les comptables en droit des affaires. Puis là, c'est facile pour le client. Je dis, regarde, je vais parler avec ton comptable ce soir. Je sais que... Mais là, on parlait, est-ce que on peut partir en affaires avec la famille? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que tu donnes un conseil juridique? Mais en fait, je ne peux pas dire que c'est mauvais. C'est juste que soyez en garde. Signer des contrats. Oui, ça se fait signer des contrats entre conjoints. Tu sais, avant d'aller vous coucher, signer le contrat, ça se fait. C'est pas illégal. Vous allez bien dormir après. Est-ce que tu signes des contrats avec tout le monde, Ashaya? Oui. Oui, je signe des contrats avec tout le monde. Dans les débuts de mon salon de Montréal, le contrat n'avait pas été signé. Alors, je sais de quoi que tu parles. Qu'est-ce que ça veut dire? Le contrat, l'entente en tant que telle. Donc, tu sais, dans un contrat, signer un contrat, c'est signer quand tout va bien. Alors, mettons qu'il m'arrive telle situation, ça ne me tente plus. Comment on sépare les parts? Discuter ensemble quand ça va bien. Quand ça va mal... Oui, mais c'est tellement un concept difficile. Dans notre communauté, c'est difficile. Oui, bien, moi, je me vois mal commencer à signer des contrats. Je veux dire, tu veux partir en affaires, tu as le cœur à l'ouvrage, puis là, tu dis, bon, là, maintenant, il faut que je signe un papier. Absolument. Mais c'est là qu'il faut faire le détachement. Absolument. C'est vrai, Noélie, tu dis que c'est difficile parce que, tu sais, je ne verrais pas signer un contrat de mariage avant que je me marie. Ben, ça se fait pas. Moi, je vois pas. En fait, ça se fait. Ça se fait. Mais bon, est-ce que ça se fait dans notre communauté? C'est ça. Mais ça se fait. Expliquez-vous, mesdames. Mais ça se fait. Mais comme c'est là, c'est quand on dit au niveau affaires, c'est une autre histoire. Tu sais, affaires et personnel, c'est là qu'il faut faire le détachement.
Puis si on n'est pas capable de faire le détachement, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, on va rencontrer des embûches, puis on va rencontrer tu sais, des problèmes à quelque part. Puis c'est là que je parle de la prise pour acquis que... Ce que tu expliques, c'est ce que moi j'ai vécu. C'est que je suis en mesure de faire la différence entre Ashaya à Ashaya Select et Ashaya qui est dans une activité extérieure du salon. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que Ashaya au salon, je gère, je dirige sans émotion. Donc, j'étais en mesure de travailler avec du monde qui étaient les membres de ma famille et je vais donner des directives. Puis moi, je sortais du salon, je disais, allez, viens-t'en chez nous. Puis mes sœurs me regardent, ben, il y a 5 minutes, tu viens de me ramasser, puis là, tu veux dire, non, c'est correct. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour certaines personnes, moi, j'étais capable de faire la différence. Je sors du salon, puis OK, venez, c'est week-end, on va s'amuser. Puis c'est comme, non, c'est beau, tu sais. Mais pourtant, je suis capable de faire la différence entre la femme d'affaires et la sœur, et la cousine, et la femme de quelqu'un. Et pour certains, ça leur prend du temps, c'est un apprentissage, tu vois. Ouais. Et pour pouvoir le faire, et surtout si tu veux incorporer un membre de ta famille, c'est littéralement un contrat qui va être en mesure de te le faire. Je trouve ça tellement délicat ce que vous dites présentement, parce que, tu sais, signer des contrats, c'est pas monnaie courante, puis en même temps, c'est ta famille parce que tu les aimes. Tu fais des coupures, toi, tu as dit très clairement, tu fais des coupures entre la femme d'affaires et la maman ou l'amie, mais, tu sais, je serais pas à l'aise, moi, Ce qui signifie, excuse-moi, je suis tellement émotionnelle par rapport à cette... C'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est plus important pour toi? Faire l'argent ou m'avoir en tant que membre de la famille? Moi, c'est littéralement ce que je dis lorsque je fais un coaching avec des sœurs, des membres de la famille. C'est que... Ils le prennent pas mal? Ils ne le prennent pas mal. Au contraire, la première chose à faire, signer un contrat. Parce que souvent, on s'emballe parce qu'on a une idée, on a le concept, on sait que ça va fonctionner. Mais lorsque l'argent commence à rentrer là-dedans, parce que là, pour le moment, disons que cette émission-là se retrouve à TVA, Radio Cannes, les gens avec qui tu as monté, est-ce que tu vas monter avec eux? Là, ils risquent d'avoir une discussion parce que l'argent vient de rentrer. Qui aura quoi? Quel est le pourcentage de chacun? Puis, ils t'ont tout aidé. Alors là, maintenant, vaut mieux négocier pendant que c'est pas encore, ça explose pas. Tu sais, elle a dit quelque chose d'important, là. Tu sais que l'entrepreneuriat, ça requiert certaines qualités. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Ça s'apprend. On n'est pas entrepreneur, on le devient. OK. C'est quoi les qualités? Bien, notamment, il y a l'organisation et la discipline. Puis le fait qu'Ashaya dit non, regarde, on parle de Ashaya Select, là, on va signer ça, ça démontre une discipline et une organisation. Fait que c'est ça. Peu importe la personne avec qui tu vas contracter. Fait qu'on développe cette qualité-là. Puis justement, tout au long de l'entrepreneuriat, tout au long de la vie d'entreprise en tant que telle. Peu importe la personne en tant que telle. Donc, peu importe ce que vous me dites, est-ce que si on ne part pas avec un contrat, ça ne marchera pas, même si on est amis, pas amis? C'est ça que je dois comprendre? Si tu ne pars pas avec un contrat, c'est qu'il y a un conflit que tu ne seras pas en mesure de régler aussi facilement. C'est quand ça, on doit mettre le contrat sur la table. Effectivement, parce qu'on a beau avoir des contrats, puis oui, j'ai eu des clients, malgré qu'ils ont eu des contrats, ça ne marche pas, puis on s'est retrouvés à la cour quand même. Mais c'est pour ça, d'où la raison pour laquelle il faut venir me voir. Oui, absolument. OK. Pour bien faire le contrat, puis pas prendre des contrats dans Google. C'est ça. Fait, effectivement, c'est pour éviter d'aller... Et Ashaya, tu as tout à fait raison. C'est pour déjà prévoir les solutions à les problèmes. OK. Vous employez, est-ce qu'ils ont tous des contrats? Oui. Oui. Oui? Puis, est-ce que tu as tout passé par un avocat, absolument? Bien, mon contrat initial de base a passé par un avocat, les grandes lignes. Mais chaque personne en salon... J'ai mon franchiseur maintenant. Oui, on va parler de ça. Dans son contrat, il y a une petite chose spécifique qui est propre à chacun. Donc, ce n'est pas un contrat définitif. Il y a des gens qui ont une certaine notoriété, une certaine expérience. Ils vont s'asseoir avec moi. Ashaya, moi, je suis prête à voir ci, ça. On discute. Vous voyez? Il y a des gens que quand ils ont commencé, ils avaient 0 client. Et ils ont besoin de ma notoriété pour build une clientèle. Okay. Ça a une valeur aussi. Donc, c'est comment quantifier ce que moi, j'apporte. Alors, demain matin, moi, je ferme les salons et je me présente à un salon XYZ.
je vais m'asseoir pour négocier quelque chose de solide. J'ai 15 ans d'expérience, je sais gérer les entreprises, j'ai pu, on sait, magasin en ligne, bientôt Jean Coutu, franchisé. Donc, je viens avec quelque chose de pesant. Donc, c'est sûr et certain que je ne m'attends pas à avoir le même contrat de base. Donc, c'est une question de négociation. OK. Et qu'est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce qu'elle disait? Bien, en fait, ça corrobore à ce que Acha a dit. Un contrat, C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais quand il y a eu un échec, j'imagine que vous avez eu des échecs, quels ont été vos échecs et qu'est-ce que vous avez appris de ces échecs-là? J'ai eu des échecs, difficultés financières, mais pour moi, ça, c'est pas un échec parce que je me suis toujours dit, je fais l'argent. C'est pas l'argent qui me fait. Donc, financièrement, si ça va pas, je dis merci au Seigneur que j'ai encore mes mains, je vais refaire cet argent. Je vais continuer à travailler avec ma clientèle. Mais l'échec pour moi, ma famille est très importante pour moi. Alors, du fait que il y a des membres de ma famille que je ne parle plus, et à cause d'un conflit, c'est pas la personnalité d'Achaya, excuse-moi, c'est pas la personnalité d'Achaya qui est mis en jeu présentement. C'est pas que tu m'appelles demain matin, je conduis, je viens te rejoindre. C'est pas ça qui est mis en doute. Ce qui est mis en doute, c'est un conflit qui était avec un membre de ma famille. Et là, les membres de ma famille se sont divisés et ont pris des camps. Alors, pour moi, voilà mon échec. On va continuer après la pause parce que là, c'est vraiment important ce que tu dis. Tout de suite après la pause, on revient. Send a message to the chains that would try to hold me down. Let them know I'm not afraid and they can't even stop me now. I'm riding through the bridge and turning past my page. Running through the rain and breaking from my cage. Break away, break away. Break away, break away. Break away, break away. We all got change, you know the things that hold you down when you rise. They try to keep you on the ground when you reach for the sky. They don't want you to put your landing gear up when you fly. They just want you to waste your life sitting around getting high. Yeah, I make decisions to glow. Ridiculous flow, potential to glow. You know, I just do that. Consolidate my regions, line it up, put them together. Barnève, Kenlo, dramatique avec un cœur. Laisse-moi me vivre, pas le choix de suivre, pour me sentir libre. Achaya, on parlait d'échecs. Oui. Et là, on avait commencé quelque chose, puis là, je veux que tu continues dans la file d'idées des échecs que tu as vécus. Explique. Donc, comme je disais, le plus gros, ce qui a été difficile pour moi, c'est travailler avec la famille, puis que ça crée des conflits au niveau de la famille. Mais en même temps, je crois que il n'y a pas une épreuve qui arrive pour rien. Je pense que Dieu savait tellement que c'était quelque chose d'important pour moi, qu'il m'a challengée avec ça, et qu'il m'a permis de rencontrer d'autres gens et de littéralement apprendre à dissocier justement famille, business, et apprendre à faire affaire avec des gens qui ne sont pas la famille, apprendre une meilleure ouverture d'esprit sur j'étais en moyen de rencontrer des gens. Je vais revenir là-dessus parce que toi aussi, tu as vécu un échec. Oui. Un échec d'affaires. Oui. Par la suite, j'ai parti. En fait, j'étais vraiment découragée. C'est vraiment mon conjoint là, qui m'a dit, ben Mélissa, pourquoi tu es découragée? Justement, tu résous ce genre de problème-là. Fait que résous ton propre problème. Oh. Fait que j'ai dit, ben c'est vrai, tu sais, tout ça. Fait que là, c'est comme, il m'a donné comme un boost. Puis là, c'est là que j'ai parti Excelsior Avocat. Ce qui était vraiment difficile, c'est que j'étais en congé de maternité. Je venais juste d'accoucher. J'étais fatiguée. Puis là, il fallait que je gère l'entreprise, un petit bébé de 2 mois. Donc, ça a recommencé à zéro? En fait, je n'ai pas recommencé à zéro. J'ai comme pris ce que je devais prendre de mon ancien bureau, puis je l'ai amené avec moi. Puis, mais c'était vraiment une question pour dire, OK, il faut que je sois là. En fait, je n'ai pas vraiment eu de congé maternité, on s'entend, là. Fait que je travaillais à partir de chez moi. Je travaillais pendant que bébé dormait. Et puis, je montais un plan d'affaires carrément. Je partais une entreprise, mais avec des actifs qui étaient déjà là. Mais comment tu as pu gérer? Parce qu'il y a quand même tes employés que tu n'as pas pu payer, le local. J'ai renoncé à mon salaire pendant au moins 1 an. Plus d'1 an. Oui. Donc, tu as fait ce sacrifice-là. Oui.
Fait que, en fait, c'est un sacrifice, mais ça entraîne un sacrifice familial ou quoi que ce soit. Pendant plus d'1 an, j'ai renoncé à mon propre salaire. Je voulais que mes employés soient payés d'abord. Je voulais les rassurer. Fait que là, ils sont encore là. Mon adjointe est encore là. Elle a vu là, l'évolution en tant que telle. Et puis, voilà. Mais Aïcha, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle disait? J'ai vécu exactement la même chose. Pour Ah pouvoir... Oui, c'est pour ça que quand tu deviens entrepreneur, il y a beaucoup de choses que le monde ne connaît pas. Il voit, oh my God, elle a des beaux cheveux, c'est beau, sa business est belle, je l'ai mis. La business est montée avec du luxe, mais les sacrifices qui viennent derrière. Moi, j'ai renoncé mon salaire aussi pendant 1 an parce que j'ai dû gérer la mauvaise gestion d'un de mes comptables. Donc, j'ai dû mettre le stress au niveau de mon conjoint parce qu'il devait travailler plus, parce que moi, je devais mettre plus les sous au niveau, pas être en mesure de partir en voyage. Les gens seraient surprises, mais ma plus petite, qui a 6 ans, n'a jamais pris l'avion. Elle n'est jamais partie en voyage. Puis le monde pourrait dire, oh mon Dieu, non. Oui, parce que, tu sais, l'image présente toujours le succès, mais ne voit pas les sacrifices. Les sacrifices, j'ai jamais eu de congé maternité. Je ne sais pas c'est quoi avoir 6 mois de congé maternité. Je ne sais pas c'est quoi. Moi, c'est du 2 mois que je fais. Puis après ça, je me dépêche parce que si tu pars trop longtemps, ta clientèle, elle va aller ailleurs. Donc, les gens ne comprennent pas que je ne peux pas party à tous les week-ends parce que le lendemain matin, j'ai un contrat à 6 h du matin. 4h30, je dois être debout. Donc, les gens voient... j'ai l'impression que les gens, ils veulent des boss lady, hashtag boss lady. Oui. Tu bosses qui? Tu bosses quoi? C'est qui tes employés? C'est des employés. Et puis, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne trouvais pas de gardienne. Mon bébé, ma fille, Olivia, elle avait quoi? 6 mois à peu près. J'étais en plein closing. Closing, ça veut dire que j'étais en train de faire une vente d'entreprise. OK? Elle venait avec moi. Elle venait avec moi. Elle venait avec moi, tu sais, dans un sac bébé, puis là, tout ça. Fait, mais l'attention, c'était un problème justement entre actionnaires, OK? Un actionnaire qui partait. Et puis, ils ont trouvé une solution. Fait que là, on était en train de faire le closing pour comment il partait. Puis l'attention était quand même un peu particulière. T'sais. Fait que là, le bébé est venu. Fait que c'est le bébé qui a comme calmé la tension entre les... Mesdames, j'ai un point que je voudrais vous apporter. Est-ce que des amis, c'est des amis? Est-ce que toutes tes amies peuvent être tes amis quand on est en affaires? Mais moi, je vais te répondre par une question. Vas-y. Qu'est-ce qu'un ami? Bien, je ne sais pas la bonne définition. Sérieusement, je ne sais pas la bonne définition. J'aimerais ça répondre parce que, tu sais quoi? Pour moi, l'amitié, ça, je parle de moi, Noli. L'amitié, c'est quelqu'un qui est là, quand il y a des bonnes choses, puis il est là pour t'encourager, puis là pour te donner une tape dans le dos. Mais j'ai l'impression des fois qu'ils ne sont pas contents de ta réussite. L'encouragement, la motivation, c'est gros. Parce que là, quand on parle... moi, mes amis, je ne m'attends pas à ça. Je ne m'attends pas à leur encouragement parce que je n'ai pas besoin que mes amis me transmettent leur peur, leur inquiétude. Alors, lorsque j'ai un projet ou j'ai besoin de parler à un projet, mon meilleur ami, c'est mon comptable, c'est mon avocat fiscaliste, c'est, je dirais, mes partenaires d'affaires qui comprennent l'énergie. Donc, quand mon comptable me dit « Achaya, je ne te conseille pas de faire ça », je suis comme « C'est beau, je le prends en considération, mais c'est parce qu'il a aussi tout mon portefeuille devant lui. Donc, lui, il voit où me lancer. Mais une amie, lui expliquer un projet… c'est ses peurs, c'est ses inquiétudes. C'est pas parce qu'elle ne t'encourage pas, c'est peut-être elle ne serait pas en mesure de le faire. C'est pas parce qu'elle ne t'encourage pas, mais elle ne serait peut-être pas nécessairement en mesure de le faire. Donc, c'est pour cela que, tu sais, je ne peux pas demander autant à une amie. Ce que je demande à une amie, moi, l'amitié pour moi, c'est lorsque je sors du cadre de Achaya Select, que tu peux... On va aller prendre un verre, on va aller au centre-ville. Je veux m'évader. Voilà pour moi, c'est quoi. Je suis capable de rire et que tu puisses comprendre mes jokes. Si tu m'attends que je t'appelle à tous les soirs pour te demander est-ce que ça va, non. Moi, non. Mes amis, mon entourage, c'est quand même des femmes qui... Moi, les gens qui se plaignent, j'ai de la difficulté. Donc, l'amitié, pour moi, c'est plus au niveau social. Je ne m'attends pas, on peut évoluer. Je rencontre des nouvelles personnes à tous les jours. Et lorsque je les rencontre, je clique avec des nouvelles personnes parce qu'ils me permettent de grandir. Voici ce qui est pour moi, l'amitié. Qui tu me permets de rencontrer et de grandir. Et j'ai beaucoup plus... moi, je suis une fille, je déteste les câlins. Mais à l'âge où je suis rendue, la chaleur humaine, voilà pour moi ce que je considère comme l'amitié. Puis l'amitié, il y a une différence entre amitié puis partenariat. Moi, explique. Bien,
moi, là, je vais dire plutôt c'est ma partenaire d'affaires. Je ne vais pas lui dire que c'est mon ami à cause qu'on est dans la même entreprise. C'est ma partenaire d'affaires qui partage les mêmes valeurs d'entreprise. Fait qu'on peut partager les mêmes valeurs, les mêmes objectifs. On a la même mission. Fait que c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable d'exploiter une entreprise en soi. L'amitié, justement, pour dire exactement ce qu'Achaya disait, ben, sur le plan social, ben oui, il y a l'amitié qui est là, qui est hors des affaires. Mais moi, je dirais, au niveau de la terminologie, je ne dirais pas plus que, OK, elle, c'est ma partenaire d'affaires, c'est mon amie. Mais c'est ma partenaire d'affaires. Tu comprends? Fait qu'une amie n'est pas nécessairement une partenaire d'affaires, comme une partenaire d'affaires n'est pas nécessairement amie. Mais c'est là où est-ce que on perd beaucoup de gens et qu'on se retrouve souvent amis avec des femmes d'affaires, des gens qui sont en affaires, parce que les gens sont capables de faire la différence. Il y a ta personne et l'entreprise. Il y a deux personnes en toi présentement. Les gens qui sont capables... C'est vrai ce que tu dis. Puis je vais revenir à... Tantôt, là, je parlais de mon conjoint. Là. Justement, ça me fait passer. Là. Mon conjoint et moi, on a des clients en commun. OK? C'est le comptable d'un de mes clients. OK? J'envoie ma facture à ce client-là. Bien, je m'excuse, je vais appeler le comptable de mon client. Pas mon conjoint, le comptable de mon client pour juste faire une petite... Tu sais, voir... Il y a une facture d'Excelsior qui a été envoyée. Monsieur le comptable, quand est-ce que je pourrais avoir mon chèque? OK, tu fais vraiment la... Oh oui, on fait cette distinction-là pour que le client puisse se sentir, pour dire, OK, c'est pas les deux conjoints qui sont en train de se parler, c'est vraiment comme mon fournisseur avec mon comptable qui se parlent, ou quoi que ce soit. C'est là le professionnalisme en tant que tel. Mais c'est quelque chose, là, c'est quand même complexe ce que vous dites, parce que honnêtement, moi, je n'aurais pas pensé ça. Tu sais, je veux dire, je m'en vais, puis je veux ouvrir une entreprise, oui, je veux embarquer tout le monde, l'échec, le succès, mais j'ai comme l'impression que, tu sais, c'est difficile, il faut être une autre personne. Il faut une autre C'est là, je suis pas, je te regarde maintenant, je regarde la femme d'affaires qui me parle, je connais la femme aussi qui est professionnelle, je vois aussi la femme qui est dans les réseaux sociaux, la maman, parce que des fois, tu sors des segments maman, mais comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour sortir de ce corps-là? Mais Achaya et moi, on a plusieurs points en commun. On a notre chapeau d'entrepreneur, on a notre chapeau opérationnel, parce que aussi on est sur le plancher. OK? On décide, on dirige une entreprise, mais on opère une entreprise. Fait que moi, j'ai encore mon chapeau d'avocat, même si que je dirige une firme d'avocats avec des employés, des avocates en dessous de moi, mais je m'en vais aussi à la cour. C'est quoi une vraie boss ladies? Bien, je pense que, pour répondre à ta question, là... J'adore ça. Parce que moi, je vois tout ça, je vois ça, là. C'est quelqu'un qui a un esprit leadership. Il faut que tu aies un leadership. Boss lady, c'est pas quelqu'un avec un coup de fouet pour dire tu vas faire ça, j'ai besoin de ça demain matin, sinon tu es congédié. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre le temps, comme moi je fais, je m'en vais voir un de mes employés pour dire est-ce que tout va bien? As-tu besoin d'aide? As-tu des questions? Je suis fière de toi, qu'est-ce que tu as fait pour ce case-là la semaine passée? Tu sais, c'est un esprit de leadership que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur, mais en tant que, oui, on dit boss lady, là, mais en tant que, justement, en tant que patron. Boss ladies? C'est du charisme. C'est, pour gérer une entreprise, il faut que tu sois capable de courtiser les gens. C'est le ton de la voix que tu vas utiliser. Je n'aurais pas été en mesure de travailler avec autant de personnes si je n'avais pas cette force de regrouper. Vous voyez, l'enseignement. Dans la communauté, souvent dans la communauté, tu vas avoir une entreprise et tu as le boss. Mais personne ne peut être au-dessus de cette boss par ni son talent, ni financièrement. Moi, dans mes entreprises, je suis fière de le dire. Il y en a qui font mon salaire et pour vrai? 30% de plus. Ah, pour vrai? Ah, je suis très fière de le dire. Puis, j'en ai qui ont des plus grosses maisons que moi. Je suis fière de le dire parce que je ne suis pas là pour que les filles qui travaillent avec moi, je les écrase. Au contraire, des fois, je préfère donner ma cliente à une autre fille qui n'a pas de client parce que si je ne lui donne pas de client, comment elle va faire pour payer ses factures à la fin de la semaine? Fait que moi, je sais que j'ai un backup au niveau de mes économies, mais si elle n'a jamais de clientèle, comment elle va grandir? Comment qu'elle va dire chez H&A Select, j'ai pu m'épanouir? Si elle a le temps qu'elle se bâtisse, au pire, allez, qu'est-ce que je fais?
je vais lui offrir une formation à prix réduit pour lui donner la connaissance. C'est que dans les entreprises, on veut souvent mettre à l'avant la boss. Moi, non. On est dans l'ère où est-ce que tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Fait que tu peux ouvrir un compte Instagram. Pour certains, ouvrir un compte Instagram, ils sont une boss. Non, non. Oui, Moi, tu t'es enregistré, là. Un coup, tu t'es enregistré, puis tu as un numéro TPS TVQ, puis que tu t'es assis avec un comptable, puis que quand tu commences à voir que tout ce qui monte, puis que tu as des comptes à rente, 30 000 $ et plus, voici, là, on va s'asseoir. Là, on peut discuter. Tellement bien dit. Écoutez, là, il y a tellement de choses qui sortent. On doit partir à la pause. Mais tout de suite après, on recommence avec, on va se poursuivre avec toi, Mélissa. Parfait. Avant la pause, on parlait de beaucoup de sujets, mon Dieu Seigneur. Mais là, j'ai une question pour toi, Mélissa. Quand tu as un problème avec ton partenaire d'affaires, qu'est-ce qu'on fait, juridiquement parlant? On vient te voir, ça je sais, là. Mais... Ça, c'est la première étape. C'est la première étape. Mais sérieusement, c'est quoi que... Comment on fait pour gérer cette situation-là? Bien, la première question que je vais vous poser, c'est à savoir, est-ce que vous avez un contrat de partenariat ou une convention entre actionnaires? Peut-être que vous avez déjà entendu ces termes-là. Ça veut dire quoi, ça? Convention entre actionnaires, c'est un contrat dans lequel où est-ce qu'on protège les actions. On est actionnaire d'une entreprise incorporée. Fait que, mettons, toi et moi, on est 50-50 d'une entreprise. Et puis, nos actions vont prendre la valeur. Fait qu'il faut protéger ces actions-là dans le cas de disputes, de séparation, de mortalité ou même d'invalidité. Qu'est-ce qu'on fait? OK? Là, ça ne marche pas entre nous deux. On devient chien et chat. Si on a une convention entre actionnaires, on regarde qu'est-ce que la convention est indiquée. OK? Pas n'importe quelle convention. Encore une fois, il faut venir me voir pour faire une convention entre actionnaires. Et puis, il y a plusieurs clauses, justement, qu'on peut regarder pour savoir c'est quoi le mécanisme pour qui part, qui s'en va. Un mécanisme qui me vient en tête, c'est la fameuse clause shotgun. Bon, la clause shotgun, c'est laid, hein, comme mot, vraiment. Oui. La clause shotgun, c'est, on est, mettons, 50-50. Moi, je décide de partir. Je dis, OK, Nolly, je pars. Voilà mes actions. Je te les offre pour tel montant. On ne va pas regarder combien vaut mes actions. Mettons, ça vaut 100 000 là, toi, tu as un certain délai pour accepter mon offre pour que je puisse partir. Je dis, OK, je vais acheter tes actions pour que tu puisses partir. Si après ce délai-là, tu refuses ou que tu ignores mon message, c'est toi qui dois partir. Tu pars pour le même montant que moi, je t'ai offert, pour le 100 000 OK. C'est sans la clause shotgun. Il faut faire attention. Faut faire là. attention. Ouais, cette clause shotgun-là n'est pas obligatoire, mais tu sais, justement, il y a un de mes clients qui m'a dit, oui, mais c'est dans quel cas qu'on met ça, tout ça. Je pense que c'est plutôt au niveau relationnel. C'est sûr que si tu fais affaire avec un partenaire et non pas un ami dans une entreprise, bien, tu sais, que oui, vous partagez les mêmes valeurs, tu sais, vous pouvez vous permettre, dépendamment de la relation. Bon, je dis relation, on s'entend, là, mari et femme, là, vous n'allez pas mettre ça, tu sais, on est conjoints, on est conjoints, on ne mettra pas ça, tout ça. Advenant que vous n'avez pas de convention entre actionnaires, bon, c'est plate, ça, c'est pas le moment de faire une convention entre actionnaires parce que la chicane est pognée. Alors, à ce moment-là, c'est une question de négociation, de discuter pour qui part, qui reste ou quoi que ce soit. La discussion va se faire justement. Parce qu'il y en a qui ne discutent pas. Il y en a qui ne discutent pas. Quand la personne décide, parce que moi, je l'ai vécu et j'ai aussi beaucoup de clients qui le vivent, c'est que les émotions prennent tellement le dessus que la discussion est fermée. Moi, je me suis retrouvée dans une position où est-ce qu'elle ne voulait rien savoir de me revendre ses parts, mais elle va faire une proposition de vente à une personne X. Mais je n'ai pas envie d'avoir cette personne X comme partenaire. Donc, c'est toute une game parce que la personne X connaît la valeur de l'entreprise parce qu'elle a en possession les livres. Donc, moi, il faudrait que j'accepte de travailler avec une personne que j'ai aucun... tu peux refuser. Puis cette personne X est comme est quand même encore reliée avec mon partenaire. Fait que c'est comme un cafouillage. C'est pour ça que les contrats, c'est pas quelque chose à mettre de côté. Oui. Moi, je ne travaille avec personne
en tant que coaching, si tu n'as pas de contrat, je suis déjà en train de... Ah, Non, je peux pas. La personne qui ne veut pas discuter, là, à Chaya, trust me, elle va discuter devant le juge. Elle n'aura pas le choix d'ouvrir la discussion devant le juge, là, qu'elle va commencer à payer des frais d'avocat. Ça commence à coûter cher. Avant C'est d'aller vrai. voir un avocat, moi, j'essaie de voir l'entendre. Parce que qui est blessé dans tout ça? C'est l'entreprise qui perd tous ses sous. Donc, est-ce qu'il y a une façon d'avoir au moins de la médiation? Parce que moi, des frais d'avocat, j'en ai payé. Alors, oui. Alors, justement, tu lis dans mes pensées parce qu'on parle de médiation, Ouais. même l'arbitrage, Noli. La médiation, là, Ça existe, hein, Oui. en Faire la affaires, distinction, là, le médiateur va aider les parties à négocier puis signer une entente. L'arbitrage, c'est un arbitre, c'est comme un juge. OK? On va faire notre procès dans mon bureau. OK. Parce que je suis arbitre, là, je fais de l'arbitrage OK, civil OK. et commercial. Fait que venez dans mon bureau. Fait que là, il y aura des témoignages, tout ça. C'est plus rapide, c'est moins coûteux, bien entendu. Ils n'ont pas besoin d'avocats qui les accompagnent, tout ça. Fait que puis l'arbitre va rendre une sentence arbitrale. OK, qui doit être homologuée devant un juge pour confirmer que cette sentence-là devient un jugement. OK? Fait que là, c'est tout aussi ça. bon, c'est aussi aussi bon. OK. Ce sont toutes des clauses qu'on prévoit dans la convention entre actionnaires. Pour dire, regarde, si jamais ça ne fonctionne pas, je reviens à mon exemple de tantôt, si ça ne fonctionne pas entre nous deux, Noli, bien, au lieu d'aller devant un juge, on est obligé de faire des séances de médiation. Absolument. Si ça ne fonctionne pas, la médiation, on va voir un arbitre. Puis, Ne rentrez pas en affaire avec quelqu'un qui a un problème de communication à la base. Oui, mais ça, on le sait. C'est ça. Non, Chaya. souvent, j'espère qu'avant de rentrer en partenariat avec des gens, il y a déjà arrivé à un moment donné que vous n'étiez pas d'accord. Comment la personne... Il y a des signes. Comment la personne gère une mésentente? Est-ce qu'elle ne t'appelle pas pendant 2-3 jours? Si la personne ne t'appelle pas pendant 2-3 jours, oui, mais c'est red ça, c'est flag. l'expérience qui parle. Toi, c'est l'expérience qui parle, mais dans les débuts, tu sais Dans les pas, là. débuts, Moi, ça. je le dis. Là, j'ai besoin, je le dis. Oui, la personne ne n'aide pas l'histoire. Puis, je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est un cas qui vient souvent. Puis j'ai eu des clients qui sont venus me voir, qui ont leur propre entreprise. Ils sont tout seuls. Puis qui disent, j'ai telle personne là, cette personne-là, elle veut absolument être actionnaire de mon entreprise. Je lui donne-tu des actions? Oui. Cette personne-là... Mon Dieu! Je t'avais dit que je te donnais des conseils gratos, c'est ça. ça. Mais ces personnes-là, en tant que telles, là, qui veulent absolument intégrer dans une entreprise, mais il y a comme un genre de due diligence à faire. Tu sais, oui, c'est vrai, là, on est bon, on devient actionnaire, mais on est actionnaire d'une entreprise. Est-ce que c'est une entreprise déficitaire ou une entreprise Et bénéficiaire? voilà ma prochaine question. C'est ça l'affaire. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas. Vous vous battez pour quoi? Pour le nom ou c'est juste une fierté? Parce qu'à un moment donné, les chiffres parlent. OK. Qu'est-ce que ça vaut? Parce que des fois, vous vous battez pour quoi? Un compte Instagram? Vous vous battez pour des followers ou vous vous battez pour un vrai montant d'argent? Je pense que des fois, l'ego prend tellement le dessus que moi, des fois, je me serais arrangée puis je m'aurais dit, tu sais quoi? 10 000 ou 15 000. Les chiffres parlent. Faites analyser vos chiffres. Effectivement. Puis qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Quand ils vont rentrer dans l'entreprise, une entreprise qui a un 100 000 $ de prêt avec la BDC, là, mettons, là, ben, ils sont impliqués là-dedans, là. Fait qu'ils sont impliqués là-dedans, là, aussi, là. Fait que là, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils rentrent dans un néant. Puis, qu'on est actionnaire d'une entreprise, actionnaire, ça veut dire qu'on est propriétaire de l'entreprise. Si l'entreprise excelle, tant mieux, on excelle. Si l'entreprise crash, Donc, tu crashes. est-ce que c'est pour le nom? Et des fois, est-ce que les gens... Bon, ça m'amène à la question suivante. Là on sait que c'est à Chaya, mais là, tu as un franchisé. Ouais. Est-ce que c'est le même principe? Il est propriétaire de sa succursale. Donc, Ça veut pour dire moi, quoi, c'est en bon major. français? Il a acheté le nom H.A. Select. Il va exploiter un salon coiffeur, un centre de beauté et un barbershop. Donc, il s'occupe de la gestion de son entreprise. Il a son team, son staff. Et pour avoir acheté le nom, il doit bâtir des salons qui ont la même image. Alors là, présentement, on est rendu à l'étape où est-ce qu'on finit avec les designers. Je dois accepter que son salon va être extraordinaire. Donc, ce qui me force à moi de vouloir modifier mes 2 autres salons. Oh oui? Oui, parce que nous, les Noirs, nous méritons le meilleur. Donc, oui, ça doit être encore plus beau de ce qu'on a déjà. Explique-moi ça quand tu me dis, mais parce que là, présentement, est-ce que c'est toi qui as un regard sur son salon? Un regard de base, oui, parce qu'on a un contrat de franchise de, je pense, 75 pages. OK. Et sur le coup,
j'aurais pu être frustrée, mais c'est un échange, vous voyez? On peut avoir des points où on n'est pas d'accord, mais on verbalise et on s'explique. Mais tu n'avais pas peur de donner ton nom à quelqu'un d'autre? Peur, non, parce que non, peur, non. La seule chose que, mais j'ai un beau contrat qui explique les règles à suivre. Il faut que ça se fasse de telle manière, les prix sont évalués de telle façon, la publicité se fait de telle manière. En même temps, il exploite quand même, parce que vu que c'est de l'art, il y a quand même une bonne partie où est-ce qu'il va pouvoir s'épanouir, mais en même temps, au niveau de la gestion, elle est la même. OK, donc toi, tu as un regard quand même. Minimum, parce que au niveau des chiffres, il utilise la notoriété d'HA Select qui fait que lui, dans la Rive-Sud, va être capable d'aller chercher les régions autour. Donc, il y avait un besoin, il a compris le besoin et il va être en mesure de desservir la... Écoute, j'ai une question, j'en ai plein de questions, mais attends, là, le temps file. Oui. Il y a quelque chose qui me brûle les lèvres. Tu as été... je m'excuse, mais il faut vraiment qu'on parle de ce sujet-là parce que c'est un sujet qui a fait les réseaux sociaux, même qui a fait boule de neige. Tu as reçu une menace de mort. Ouais. Excusez-moi, mais il fallait vraiment que je parle de ça. Tu as reçu une menace de mort parce que tu as vendu... Ben, en fait, la personne avait déjà acheté sa perruque qui coûtait 3 000 $. Alors, explique-moi comment ça se fait que c'est arrivé cette histoire-là. Comment quelqu'un peut arriver pour... Un matin... On va parler juridiquement. Ben, ça fait... J'ai beaucoup de connaissances et c'est pas la première perruque que je vends à ce prix-là. À vrai dire. Donc, j'ai beaucoup de clients qui font des consultations custom au niveau de perruques. Des clients qui ont des cancers, des clientes qui veulent juste... Dans ce cas de cette cliente, c'est juste une cliente qui veut juste avoir du fun et être en mesure de pouvoir mettre une perruque quand bon la semble. Puis, elle est habituée à aller aux États-Unis, à New York, se payer des perruques de luxe. Elle m'a fait part de ses besoins. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ce qu'elle demandait et la couleur qu'elle cherchait, c'était un travail. On lui a fait part de voici le coût de la perruque. Pas de problème, merci. Elle est contente. La perruque, ça nous a pris, pour atteindre la couleur spécifique, ça nous a pris à peu près un bon 3 semaines. Les clients qui étaient venus au salon ont même, quand ils ont su de quelle perruque on parlait, ils disent, vous parlez de cette perruque, j'ai vu Sybille, qui est la coloriste, travailler dessus pendant at least 1 semaine et demie, 2. La perruque est prête. Moi, innocemment, prends la perruque et j'explique le travail qui est fait sur la perruque. Je pousse la perruque et je dis, you know what, je vais mettre le prix parce que j'ai une clientèle qui cherche cette gamme, mais le fait que je n'affiche jamais mes prix, peut-être qu'eux, ils pensent que nous, on n'est pas capable d'offrir ce genre de produit. Donc, je décide j'ai fait une erreur par contre. L'erreur que j'ai faite lorsque j'ai présenté la perruque, j'aurais dû la présenter sur un meilleur modèle. Parce que j'avais juste pris la tête de Marotte vite, j'ai fait mon styling, c'est tout, puis je l'ai posté, puis moi j'ai mis le prix, puis on passe à autre chose. Je me suis rendu compte que j'étais viral, parce que je suis fière, je suis très fière, mais pas nécessairement du côté positif. Ce qui m'a étonnée, c'est que les gens ont eu une réaction très forte et très agressive par rapport au montant de pour qui tu te prends. Il y a d'autres gens qui font mieux que toi. Comment se fait-il, tu te permets d'eux, c'est pas le prix du marché. Puis moi, j'étais outragée dans le sens que nous, il y avait d'autres salons de coiffure qui existaient. Nous avons quand même on a permis aussi à d'autres personnes d'augmenter leur prix. Donc moi, mettant ce prix, ça a été une stratégie surtout pour faire comprendre à ceux qui ont des salons. Puis je vois beaucoup de coiffeuses qui travaillent en dessous du salaire minimum. Bon, si c'est un salaire, il y en a que si tu fais le calcul, ils font quasiment 8 $ de l'heure. Okay. Donc être coiffeuse aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est quasiment une célébrité. Ici au Québec, c'est comme si c'est honteux de vouloir mettre le prix de qu'est-ce que ça vaut. Mais quand tu cherches quelque chose de qualité, c'est ça les prix. Mais menace de mort quand même. Écoute, en tant que... C'était très fort pour un service qui a déjà été consommé, payé, accepté par la cliente. La cliente a tellement été outragée face à cette situation. Mais tant mieux, une bonne publicité, mauvaise publicité, elle m'a présenté d'autres gens qui ont commandé des perruques à 4 000, 5 000. Puis depuis, j'ai d'autres... Il y a des gens notoires. Elle était d'origine italienne, mais j'ai des gens notoires de la communauté noire qui ont commandé. J'en ai une qui doit sortir de 3 500 la semaine prochaine. Est-ce que tu vas la présenter sur Instagram? Oh, je sais pas, ça me tente. Mais à cause de tout ce qui s'est passé, je pense que je veux le faire parce que pour montrer qu'il y a un certain standard, il y a des femmes qui veulent ce luxe, qui veulent se payer des perruques de ce prix. Mais juridiquement parlant, là, un entrepreneur qui a une menace de mort, comment toi tu gères ça? Comment tu vois ça?
Écoute, ça, c'est un cas extrême. C'est quand même particulier. Je pense pas que c'est quelque chose qui arrive souvent, le day-to-day. C'est vraiment quelqu'un qui puisse se sentir tellement menacé ou quoi que ce soit qu'elle n'a rien à faire dans la vie, elle va faire des menaces de mort. Bon. Comme Machaya disait, là, parlez-en bien, parlez-en mal, parlez-en. Fait que là, cette menace de mort, ben, ça lui a rapporté plus de clients qui vont acheter plus cher qu'une perruque qui vaut plus cher que 3000 $. Fait qu'au bout du compte, là, c'est plate à dire, mais ta menace de mort, elle était bien tombée. Oui, sincèrement, avec le recul, je suis vraiment contente. Puis ce que ça m'a permis de faire, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment dire, c'est que dans les réseaux sociaux, les journées qui ont suivi, il y a plusieurs coiffeuses qui ont commencé à montrer une perruque similaire. Et ce qu'elles étaient habituées à vendre habituellement à du 500 $ était rendu à du 900 $. Alors, au pire du cas, ce que je suis contente, c'est que tu as plus d'argent, pas nécessairement dans mes poches, mais dans tes poches, mais au moins ça montre qu'on commence à changer au Québec, surtout parce que les prix que les filles donnent, dans notre communauté, on a vraiment peur de mettre un prix. De donner nos prix. C'est trop cher, c'est trop cher. Et puis ça, c'est le conseil que je donne. N'ayez pas peur de donner vos prix parce que le prix reflète votre valeur. Absolument. Moi, là, quand quelqu'un me dit c'est quoi vos taux honoraires, ben, je donne mon taux horaire. Puis oui, c'est 175 $ de l'heure. Je peux le dire là, live, comme ça. Bientôt 200. Mais ce qui est abordable. Ce qui est abordable. Parce que le mien est 350 $. Bien, c'est ça. Okay. Et puis moi, tu sais, je vais le dire, tu sais, moi, j'ai dit, avec l'analyse du marché, l'équipe que j'ai, je peux me permettre de faire ça ou quoi que ce soit. Absolument. Fait que n'ayez pas peur de donner les prix. C'est comme ça que le temps a file. J'ai tellement d'autres questions, tellement de choses à dire. Écoutez, avant de quitter, qu'est-ce que vous voulez dire à vos clients? Votre clientèle. Je vais commencer par toi, Chaya, puis je vais finir par toi, Mélissa. Je parlerai à ma clientèle qui veut se lancer en affaires, surtout parce que là, maintenant, c'est le département de coaching qui prend vraiment un dessus. Foncez, pas à n'importe quel prix. Évaluez la personne avec qui vous allez travailler et un contrat est de mise, que ce soit la famille ou une amie, faites un contrat. Puis, dites-vous comme question, si demain matin, cette personne-là, vous avez plus accès à elle à cause de votre entreprise, est-ce que ça va vous peiner? Est-ce que ça va vous déranger? Si oui, n'embarquez pas. Allez chercher les ressources. Mais tu es aussi disponible, tu offres des services aussi pour les personnes qui veulent se lancer en affaires. Oui. Donc, s'ils veulent te suivre, ils peuvent aller sur ta page Instagram, ils peuvent te contacter directement au salon. Donc, Achaya est rejoignable. Croyez-moi, elle est très rejoignable. Mélissa, toi, le conseil juridique que tu peux donner? Bien, pour ma part, alors n'ayez pas peur, foncez. La concurrence va être là. Justement, si la concurrence est là, soyez anormal, soyez pas comme les concurrents, soyez extraordinaire. Faites quelque chose qui va vous démarquer. Faites un plan d'affaires, s'il vous plaît. Faites pas un plan d'affaires juste pour aller à la banque, pour aller chercher votre subvention. Faites un plan d'affaires pour vous, parce que c'est un plan qui va vous guider, voir comment vous allez prendre vos décisions d'affaires tout au long de l'entrepreneuriat. Soyez toujours à l'affût. Pétez pas les bretelles pour dire que je suis arrivée, je suis correcte, je suis la reine de la terre. Vous allez voir qu'il y a toujours des croûtes à manger. Moi, je suis une avocate, mais notoire, tu sais, qu'on parlait de notoriété tantôt, Noli, là, c'est constamment en évolution, la notoriété. Et justement, puis ayez ces qualités-là. Allez chercher on a tellement de ressources ici au Québec. Allez chercher de l'aide, même un mentor, quelqu'un qui est déjà passé à travers avec vous. Puis aussi, j'ai un conseil à donner pour ceux et celles qui pensent pour dire « Oui, mais là, moi, j'ai pas d'argent, comment je vais faire pour partir en affaires? » J'ai eu des clients, soit dit en passant, Noli, j'ai eu des clients qui ont parti leur affaire avec 0 $. Absolument. OK? Ça existe. OK? Ça n'existe pas dans tous les cas, mais ça existe ou quoi que ce soit. Soyez innovateur. Puis oui, c'est pas à cause que vous avez 0 sous que vous n'allez pas vous lancer en affaires. Alors, si vous avez un projet, faites-le, profitez-en, profitez pendant le confinement, profitez pendant qu'après le 8 heures, là, on est chez nous. Oui. Bien, profitez-en, là, prenez votre ordinateur, votre calepin, puis vous restez chez vous, puis allez regarder, faites votre plan ou quoi que ce soit. Alors, moi, là, je promote ça, justement, les gens qui partent à leur propre compte. Écoutez, les filles, le temps file. Écoutez, on est rendu à la fin, mais vraiment, à la toute fin, j'ai vraiment étiré l'élastique sur le temps. Écoutez, chers auditeurs, auditrices, évidemment, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous avez appris autant que moi.
Probablement qu'il va y avoir un part 2 parce qu'il y a des choses que je n'ai pas eu la chance d'aborder avec Ashaya, de développer avec Mélissa, la même chose également. Je vous remercie de votre fidélité, de votre loyauté. J'aimerais prendre aussi le temps de remercier certains commanditaires. Dont je vais parler les Vrais Délices Traiteurs. Vous savez, les Vrais Délices Traiteurs, c'est une entreprise qui est de chez nous. Puis cette entreprise-là, elle nourrit non seulement l'équipe, mais les invités. Puis en plus de ça, je sais qu'on est en période de confinement, puis tout le monde pose la question, est-ce qu'on fait des activités ou pas? Vous devez les appeler. Ils ont plusieurs idées sur des idéologistes au niveau du buffet, des activités et tout. À Chaya, si vous avez des activités, appelez-les. Donc, un Vrai Délice Traiteur, c'est un des commanditaires cette année. Évidemment, V-Cosmétique, merci à Vicky Joseph pour tout le maquillage et puis tous les cadeaux que nous recevons. Évidemment, au fur et à mesure, je vais vous présenter les autres commanditaires qui sont là, dont James Go Promo. Et puis, il y a d'autres personnes que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure. Alors, il y a aussi Mélissa Charles. Mélissa Charles qui est également notre avocate dans notre entreprise. Donc, merci Mélissa d'être notre avocate parce que pour développer ça, effectivement, j'ai un contrat avec ma gang. Alors, écoutez, merci pour tout. Puis, évidemment, on se revoit la semaine prochaine avec d'autres sujets chauds et d'autres invités. Merci. Merci Ashaya. Merci Mélissa. Merci à toi, Noli.